quand on te donne 3 étoiles, on te donne surtout une charge. On ne te donne pas du plaisir. On te donne une récompense en te disant hey, Toto, on va revenir et on va voir si c'est toujours 3 étoiles. Et puis si c'est pas 3 étoiles, on va t'éclater. Donc, non, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que là, je flippe, vous faites peur. Non, mais en tout cas, on peut te les enlever. Donc, oui. du coup, c'est pour ça que quand tu es jeune cuisinier, quand tu arrives dans un restaurant 3 étoiles, tout est codifié, les recettes sont parfaitement appliquées et il y a moins de place pour la création. Alors que quand tu es dans un restaurant 1 étoile et que tu veux aller vers 2, vers 3, eh ben, tu es dans cette énergie créatrice puisqu'il faut que tu proposes. Mais quand on donne la récompense finale, on te dit plus faut que tu proposes, on te dit faut que tu gardes ça. Faut que tu te maintiennes au niveau. Donc ça crée des énergies différentes. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grands noms de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Aujourd'hui, attention mesdames et messieurs, événement numéro spécial puisque je reçois non pas un, mais 2 chefs, un couple qui travaillent ensemble et donc un couple à la ville comme à la Seine. Vous allez voir Christophe et Laura. Christophe, chef exécutif du restaurant Baccarat de Monsieur Ducasse, et Laura qui a fait ses classes dans les plus grandes maisons étoilées aussi et qui donc travaillent ensemble dans un nouveau projet que vous avez ici juste derrière moi, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Tous deux nous racontent leur parcours respectif, leurs rencontres, comment les produits sont cuisinés dans une cuisine vivante et sincère. Vous allez voir, ça va être, j'espère, très intéressant. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous bien, vous êtes prêts? On est parti pour Christophe et Laura, Laura et Christophe, dans un nouvel épisode des Chefs se mettent à table. Laura, Christophe, merci de nous recevoir dans ce lieu. Moi j'adore, hein. Vous nous ferez visiter, peut-être? Salut Toto. Bonjour, Merci bienvenue. d'être là, Toto. Merci à vous de me recevoir. C'est aussi disponible en podcast, donc on va commencer par on part du principe que certaines personnes nous écoutent mais ne nous voient pas, donc Oui. si vous vous présentiez, c'est dur à dire ça. Alors Laura. moi je m'appelle Laura Portelli, je suis chef de cuisine et je vous salue à tous sur le web. Christophe Saint-Agne, chef de cuisine également et époux de Laura Portelli. Ah oui. Oh, et oui. Et oui, et oui. À la ville comme à la Seine. À la ville comme à la Seine. Oh là là, je vais le reprendre ça. Et oui, puisque nous avons affaire à un couple de chefs aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et Laura, tu es la première chef que je reçois. Je suis hyper content. Ah oui, Oui. La première fille, il y en a d'autres. Ben, Sache-le, il y en a d'autres. En tout cas, je peux te sommes dire que quelques-unes. je les harcèle pour qu'elles viennent Attends, ici. je vais t'en trouver. Ah, Trouver le génial, chef. génial. La chef. Eh ben, on démarre. On est parti. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table. C'est parti. Quel est, allez Laura, ton premier souvenir de plat Alors moi j'ai un problème là-dessus, c'est que je suis d'origine italienne et en fait je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de repas plutôt que de plats. Parce que dans la culture dans laquelle on m'a éduquée, la cuisine fait partie d'un moment de partage et fait partie du quotidien comme un rituel. Et donc je vais plus me souvenir de moments de repas partagés que de plats particuliers. Alors, s'il faut répondre un peu mieux à ta question quand même, parce qu'on est ensemble pour parler cuisine, je me souviens de moules farcis chez un cousin de ma mère en Italie qui avait une pension. Et je me souviens de ces moules parce qu'on était tous à table et que je m'étais excrimée à manger mes moules dignement avec mon couteau et ma fourchette et que il n'y avait que des vieux autour qui étaient ravis qu'on mange bien. Et ces moules avaient un goût d'Italie pour moi. Et j'ai jamais retrouvé ce goût-là ailleurs. C'était farci à quoi? J'ai dû manger ça à 8 ans peut-être. Ça devait être farci avec du pain, parce qu'il y avait une panure qui devait donner du croustillant, ouais. la sauce tomate, persillade, un peu de vin blanc, souvent ils mettent du vin blanc pour donner de l'acidité, et c'était tomaté. Et ça, j'avoue que c'est moules farcis. Et après, moi je me souviendrai de tout ce que j'ai mangé chez Alain Passard avec Christophe, parce que tous les plats que j'ai mangés chez lui, c'est un des rares chefs, et je suis désolée pour les autres. Avec moi, par contre. C'est meilleur si je suis là. Chez Bien Alain sûr. Passard, c'est meilleur si je suis là. Alors- Et oui. Donc, si vous allez manger chez Passard, invitez-moi, Alors, parce que c'est meilleur. Je n'y manquerai pas. Mais tous les plats, je me souviens quasiment de tous les plats de chez Alain Passard. Ah, bah, bien parce sûr, qu'ils c'est sont tous le remarquables. master. Et parce que à chaque fois, tu as une alliance de goût, tu as la betterave, le tartare de betterave.
qui est dingue. T'avais le navet à la rose, donc plein de plats comme ça où quand tu goûtes, tu te dis mince, je suis ailleurs. Et c'est si simple comme ça, alors qu'en fait, tout est pesé, mesuré. C'est très inspirant surtout, je crois. Ouais. T'as une fraîcheur, une légèreté. C'est très inspirant. Quand tu fais des repas là-bas, tu dis mince, mais en fait, il n'y a aucune limite. On peut tout faire. Oui. On peut tout faire, simplement, il faut s'y engager totalement. C'est un vrai leader pour ça de création. D'inspiration. Et après, si je cite pas les 2 personnes qui m'ont permis de faire ce métier, je vais mourir. Attends, t'es beaucoup trop rapide. On va le faire. Mais là, on va y aller tranquillement. Ok. Attends. Premier souvenir de... Premier souvenir de cuisine, c'est comme tout le monde, je dirais, comme tous les chefs du monde, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère qui faisait les frites, qui faisait le barbecue. Alors c'était à la campagne, dans la Manche, au fin fond de la campagne. Donc elle mettait 2 tôles ondulées comme ça, le long de la barrière du champ. Elle allumait un feu, à côté elle faisait les frites. Enfin c'était incroyable. Et moi, on avait 2 heures de route pour y arriver. Donc pendant 2 heures, T'imaginais ça. Et on mangeait ça dans des assiettes très particulières qui sont les assiettes de son mariage, le service de son mariage. Et quand elle est partie, en fait, toute la famille m'a demandé ce que je voulais éventuellement dans la maison. Et j'ai ces assiettes-là. Et on mange tous les jours chez nous dans ces assiettes-là. Donc comme ça, la grand-mère, elle est avec nous tout le temps. Il m'a appris à couper les frites comme la mamie, c'est-à-dire plutôt petit, plutôt mince les frites. Pas un format... Pas les grosses... Ah non, fine, comme le petit doigt. Comme le petit doigt. Elle faisait ça à l'Opinel, elle allait sur le rebord de la fenêtre en ciment pour affûter l'Opinel. C'est un film. Mais ça coupait. Et après, elle faisait tout sur la main comme ça, elle n'avait pas de planche, elle faisait tout sur la main. Elle ciselait une échalote au bout de la main comme ça. C'était magnifique. Jackie Chan. Ouais, Jackie Chan, exactement. De la Manche. Jackie Chan de la Manche. Une technique, magnifique. Ok, donc ça veut dire que quelque part, tous les deux, vous avez eu en tout cas, le repas, ça fait partie de votre vie déjà petit. C'est un moment important. Oui, c'est l'enfance. C'est une vraie chance. C'est dès le début. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites, le moment de mon enfance va devenir mon métier? Qu'est-ce qui fait que vous switchez d'un souvenir comme ça de famille à une passion et à un travail? Moi, je dis à ma mère alors, je commence à faire à manger. Ma mère, elle travaille, elle vend des produits, elle fait des réunions à domicile. Elle vend des produits d'entretien ménager. Et du coup, elle rentre un peu tard le soir. Et moi, comme je suis gourmand et puis que j'aime bien l'aider, parce que j'ai 2 grands frères, donc elle est toute seule, la pauvre, à bosser à la maison. J'aime bien l'aider. Et donc, je me mets à commencer à cuisiner vers 10 ans, 10-11 ans. Ah oui. Tu vois, je commence. Et c'est l'époque des encyclopédies. Il y avait des encyclopédies pour tout à l'époque. Et donc, on avait les 10 volumes de la bonne cuisine, de je sais pas quoi. Et donc, je me plonge là-dedans quand tiens, il faut faire des endives au jambon. Hop, j'ai l'encyclopédie, j'ouvre, endives au jambon, boum, page 42, clac. Et je me mets à cuisiner comme ça, cuisiner. Mais en même temps, je lui dis à un moment à ma mère, vers 12 ans, j'aimerais être boucher. Et là, elle fond en larmes. Oh je me dis, mince, elle a dû vivre une mauvaise expérience avec un boucher. Agression. Pas du tout. C'est que petit enfant que j'étais, elle me voyait dans cet univers d'hommes virils. Et puis, elle avait peur que ce soit un métier trop difficile physiquement. Et puis, bon, bref. Et elle me dit, mais pourquoi pas la cuisine? Je lui dis, comment ça, la cuisine? Parce qu'en fait, j'étais jamais allé au restaurant avec mes parents, une fois. On est allé une fois au restaurant, dans un restaurant chinois, en banlieue parisienne, invité par ma grand-mère. Et j'ai le souvenir de la petite ombrelle qui était plantée dans la glace vanille. Ah, que tout le monde adorait d'ailleurs. Ah, clic. Ouais, presque on allait là-bas pour ça. Bien sûr. Mais du coup, le restaurant n'existait pas en fait dans mon univers. Donc j'aurais jamais pu penser à être cuisinier puisque je ne savais pas que ça existait. Et elle me dit alors la cuisine, bon pourquoi pas. Et elle me met en stage au moment des fêtes de Noël. Je suis allé faire un stage dans le restaurant en Normandie qui était à côté de chez mes parents, qui était le bon restaurant du coin. Et ça m'a plu tout de suite. Dès que j'ai mis un pied dans le truc, j'ai compris ce qui se passait. Le déclic. Compris. Ouais, j'ai compris. C'était pas un déclic, c'était une évidence. C'était naturel. C'était une évidence. Donc la chef, c'était une femme
Elle me dit, si tu veux, je te prends en apprentissage. Donc je rentre chez moi, je dis à ma mère, c'est bon, elle me prend en apprentissage. Oh mais non, tu vas passer le balai, tu vas faire la plonge, il faut faire un lycée hôtelier. Ah bon. Donc voilà, j'ai démarré comme ça, lycée hôtelier. Et puis voilà comment une passion ou une un hobby au début, presque ça. Une habitude est devenue mon métier. Et je m'y suis plongé à 200%. Génial. Avec le soutien, c'est vrai que sa maman est géniale parce qu'elle est très maternelle et qu'elle soutient en fait les projets. Oui, et puis la valeur travail, ça existait à cette époque-là. Ouais, bien sûr. On parle des années, fin des années 80, début 90. Et donc, à cette époque-là, tu te réalisais, tu étais quelqu'un par ton travail. La société fonctionnait comme ça. Oui, bien sûr. Nous, on y croit encore à cette valeur travail importante. Ça fait partie de nos valeurs. Écoute, en tout cas, j'ai l'impression que dans ce... Je sais pas si on peut dire ce milieu-là, mais tous les chefs que je rencontre, c'est marrant, hein, mais c'est... Défendre ça. Ouais, exactement. Oui, Il y a vraiment un rapport au travail qui permet de se réaliser, d'avoir une dignité. Oui. Et puis de se construire, c'est-à-dire que ça te permet d'avancer dans la vie, d'avancer dans la société, ça te permet de te former psychologiquement, ça te permet d'apprendre des choses, ça te permet de devenir. Ça te permet de devenir. Puis les rencontres. Pour moi, aussi, c'est un des derniers métiers ouvriers parce qu'il a encore les codes du métier ouvrier à l'ancienne. Et il y a plein de métiers ouvriers qui ont changé parce que les usines ont fermé, toutes les classes sociales ne sont plus les mêmes qu'avant. Oui. La cuisine, elle a gardé ces codes-là, en fait, ouvriers. Et d'ailleurs, c'est important de le scander parce que ça nous permet de ne pas, des fois, nous écrouler quand on est mis en avant médiatiquement et puis qu'en fait, tout ça est de l'esbrouffe. Et puis qu'en fait, finalement, tous les jours, on doit réaliser quelque chose avec ses mains, revenir à ça. Oui, et c'est à ça qu'on se définit. Et alors toi, du coup, comment t'es passé de repas en famille, etc. à tiens, je veux devenir chef ou j'ai envie de cuisiner? Alors moi, c'était une lubie, c'était de cuisiner. Alors j'ai une maman comme la maman de Christophe qui allait au marché, qui nous amenait des bons produits frais, qui s'émeuvait, qui était émue en regardant des anchois frais l'été qui arrivaient sur les stands du marché. Et nous, on était en banlieue. Mon papa, il est pied noir alsacien. Enfin, c'est un truc d'origine italienne. Ma mère est italienne. C'est une libération de village par les tirailleurs marocains qui sont arrivés dirigés par des pieds noirs algériens pour libérer la France. Hein. Et puis mon grand-père a rencontré ma grand-mère. Voilà. Donc ça fait un mélange d'ethnie du côté de mon papa. Et ma maman est italienne. Donc moralité. J'ai cuisiné en lubie de manière systématique tout le temps à la maison. Et nous, on faisait ça aussi en groupe, c'est-à-dire qu'on ouvrait les anchois en groupe. On était en ligne de 3, comme ça, et puis on faisait chacun un truc, tu vois. Et puis j'ai continué. Et puis fin collège, je leur ai demandé de peut-être en faire un métier. Et puis j'étais pas mauvaise à l'école. Et les profs, mes parents m'ont dit, il n'y a quand même pas de filles dans le métier, donc réfléchis un peu, parce que ils sont tous dans le droit dans ma famille. Donc réfléchis un peu, donc j'ai continué, j'ai pas osé aller jusqu'au bout de ma vocation. Et j'ai fait un master 1 de journalisme à l'Institut français de presse de Paris 2. Et puis là, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire en termes d'université, j'en pouvais plus. Et j'ai fait un stage au Figaro dans la partie culture, et ma rédactrice en chef Armelle Elio, que je salue, m'a dit, il faut que tu te spécialises. Et là, je lui ai dit, je vais faire journaliste culinaire. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, j'ai arnaqué mes parents, c'est une famille qui pourrait être juive parce qu'on est italien, c'est la même culture un peu. Ouais. Enfin, donc, on ne quitte pas le cocon familial, on l'agrandit. Oui. J'ai dit à mes parents, voilà, je vais faire un CAP de cuisine à Ferrandi. Je suis prise dans toutes les écoles, j'ai fait le tour, j'ai fait ça en secret, tu vois, en snake et tout, j'ai été faire les entretiens et tout, j'aurais rien dit. J'ai dit, journaliste culinaire, mais il faut que je passe un CAP. Ah bon, t'es sûr, un CAP de cuisine, on en connaît quelques-uns, ils n'ont pas fait le CAP. Si, il le faut. Et puis, il faut faire ça en alternance parce que c'est quand même mieux de savoir de quoi tu parles quand tu travailles dans la cuisine. Ah bon? Donc, j'ai trouvé le diplôme en alternance payé par Ferrandi à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus. Et là, est arrivé ce qui devait arriver depuis longtemps. Un espèce de coup de cœur. Enfin, pas de coup de cœur, c'était un truc naturel. C'est-à-dire, tu trouves ton métier, t'es heureux de te réveiller le matin, ça donne un sens à ta vie globale.
Même les aléas du métier, c'est pas grave, tu t'en fous parce que t'aimes bien ce que tu fais, parce que t'aimes bien le métier que tu fais, parce que tout est normal en fait. Et donc ça, j'ai commencé à 23 ans. Et depuis, j'ai 40. Et je ne regrette pas un moment. Et puis ça m'a permis de rencontrer Christophe. Et donc de construire une famille, d'ouvrir un restaurant, un traiteur. Donc de développer des choses que je n'imaginais pas. Donc on a de la chance d'avoir pu rencontrer notre métier. Génial. Et du coup, très vite, vous savez ce que vous voulez ou vous tâtonnez, vous faites, j'imagine, des stages Au début, tu fais des stages, ça se passe bien. Après, moi, j'ai toujours suivi les rencontres. C'est-à-dire que tu rentres dans un premier restaurant, tu fais un stage, ça se passe bien, tu rencontres des gens, ils te proposent autre chose, ils te placent quelque part. Et en fait, si tu es dans cette dynamique-là, tu n'as qu'à suivre en fait le flow. Le flow, ouais. Ouais, c'est un métier qui a un peu l'héritage des compagnons. C'est-à-dire que quand tu fais une expérience qui se passe plutôt bien, ton chef te place. Moi, quand j'étais avec Philippe Bélisson, mon premier chef, il m'a mis le doigt il y a un après. Il te fait rencontrer le chef d'après. Et en fait, ça te crée un réseau qui s'ouvre un peu comme un peu tentaculaire en fait, où tout le monde te reçoit un peu. Ouais, où tu peux tout faire, tu peux inventer vraiment. T'es jamais seul en fait. Tu peux aller dans la direction qui te paraît la plus intéressante. Et vous étiez plutôt alors dans des maisons étoilées au départ ou pas forçement? Comment ça? Oui. Ouais. Oui. Toi, t'as quand même fait une belle carrière. carrière. En fait, moi, j'ai terminé le lycée hôtelier. J'avais un BTH, un bac hôtelier, et donc j'ai envoyé des CV à tous les bons restaurants normands. Un m'a répondu. Il m'a dit, il était à côté de chez mes parents, et le gars me dit, écoutez, venez me voir. Donc j'y vais. Il me dit, moi, je vous prendrai bien, mais vous n'êtes pas assez qualifié. Vous avez un bac hôtelier, donc vous savez faire un peu d'hébergement, un peu de service, un peu de cuisine, mais moi je cherche des cuisiniers, donc il faut que vous refassiez un diplôme en plus. Il était intelligent, le gars. C'était une façon pour lui de me prendre comme apprenti. C'est moins cher. Parce qu'à cette époque-là, il fonctionnait comme ça, son restaurant. Et donc j'ai fait un brevet professionnel en 2 ans. Donc j'étais avec le chef en cuisine, et on était 2 apprentis plus le chef. Est arrivé le service militaire. Parce qu'à l'époque, on faisait le service militaire. Et donc, il me dit, écoute, moi, je connais bien le chef de l'Élysée, si tu veux. Tu fais un courrier et on l'envoie au chef de l'Élysée. On lui propose que tu fasses ton service militaire au service du président. Et donc, ça a fonctionné. Et donc, j'ai passé 10 mois à l'Élysée au service de Jacques Chirac et de sa famille. Très belle expérience, des choses incroyables qu'on ne fait plus qu'à l'Élysée. Le service à la française, par exemple. Qui est donc, je rappelle pour tout le monde, le service à la française. Tu dresses un plat avec 11 portions quand il y a 10 invités à table. Donc tu dresses toujours une portion de plus que le nombre d'invités. Et ensuite, le serveur arrive avec le plat à gauche de chaque personne et c'est à l'invité de se servir. Avec la pince, il se sert et il met dans son assiette. Élégant. Oh, au contraire du service à l'anglaise, le serveur amène le même plat, mais c'est lui qui va déposer la nourriture dans l'assiette. Okay. Alors que le service à la française, c'est l'invité qui va faire. Okay. Donc on a fait ça quelques fois pour des dîners d'État. En général, un dîner d'État, c'est 300 invités dans la salle des fêtes de l'Élysée. Je sais pas si le terme salle des fêtes, moi ça me rappelle un peu un truc un peu festif, alors que là ça devait être plutôt joli, non? Parce que salle de bal. C'est très beau. Et on a fait l'anniversaire de Rostropovitch. Là, c'était vraiment la fête, c'était très sympa. Et donc pendant ces dîners, en fait, tout est très concentré et il faut que entrée, plat, dessert soit fait en 45 minutes. En fait, c'est énorme. Parce que ce qui compte dans ces dîners, ce sont des dîners officiels. Donc on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour représenter son pays qui accueille un autre pays. Donc tout est extrêmement codifié. On mange pas, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est que tout soit fait dans le rite parfait. Mais toi, ça veut dire que tu dois envoyer 300 plats, entrée, plat, dessert en 45 minutes. En 45 minutes avec une cuisine qui est au -1 et avec la salle des fêtes qui est au premier étage. Donc avec un grand passe-plat énorme. Non, c'est sublime à faire. Il faut un savoir-faire très particulier.
J'irais bien faire un épisode sur les cuisines. ça va être Il faudrait. Je suis pas sûr qu'il soit très ouvert en ce moment. Je crois que le chef est assez concentré sur sa mission. Mais ça serait intéressant, effectivement. Ouais. Et là, j'ai rencontré des cuisiniers incroyables qui avaient cuisiné pour le général de Gaulle, qui avaient cuisiné pour Pompidou, pour Giscard, pour Mitterrand et Chirac. Donc, ils m'ont raconté quelques anecdotes comme ça fabuleuses. Et là, j'ai vu ce que c'était que des vrais professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont capables de rôtir 30 selles d'agneau à la perfection, rosées parfaitement, dans un four à gaz, donc un four où on maîtrise la température d'une manière très aléatoire. Et le gars était capable de sortir les 30 selles d'agneau parfaitement rosées, détaillées en aiguillettes, reconstituées sur l'os, avec une chapelure d'herbe et d'ail sur le dessus, parfaitement caramélisée. Tout ça en torpilleur plateau en argent, avec 3 garnitures différentes. Donc là, une tomate farcie avec des riz de veau, là, une aubergine roulée avec je sais pas quoi, là, un gâteau de pommes de terre. Ça, c'était le plat, parce qu'avant, il y avait l'entrée, avant, il y avait le consommé, après, il y avait le dessert. Je me souviens d'une poire comme ça, un sorbet de poire comme ça, en forme de poire magnifique. On avait fait ça dans des ballons. Puis on avait rempli, on avait tiré comme ça le ballon avec une ficelle, donc on avait la forme de la poire. Tout ça a été peint à l'aérographe après, enfin bon, des choses incroyables. C'est dingue. Et la cave, elle était comment la cave ? La cave, elle avait été bien vidée par le gars qui avait fait le vin pour Mitterrand. Mais il restait quelques... Ah oui, il avait été bon. C'était un filou. Il restait quelques flacons quand même. Elle n'était pas gigantesque, mais il y avait évidemment les plus grands vins français, évidemment. C'est quoi pour toi pas gigantesque ? C'est juste qu'on ait un repère. Non, elle était... c'est quoi, 10 000 en nombre de bouteilles, je n'en sais rien, mais elle n'était pas très grande. D'accord. Elle n'était pas très grande. D'accord. Et elle était à côté de la salle où s'entraînait le GSPR, le groupement de sécurité du président. Pas qu'ils se mélangent de salle pour l'entraînement, quoi. Et ce qui était fabuleux aussi à l'Élysée, c'était de faire à manger pour le personnel. Tous les jours, il fallait faire à manger pour 120 personnes à peu près. Donc on faisait ça par roulement. Donc il y avait une semaine, tu étais sur le personnel. Quand on faisait des chips, on achetait les pommes de terre. Donc tu achetais les pommes de terre, tu épluchais les pommes de terre, tu les coupais et tu faisais des chips. Ah ouais, c'était C'est pas Vico, quoi. Hein. C'était une méga formation condensée, quoi. C'était la cuisine comme dans les années 50, 60, 70. Donc, traditionnelle française. Fait main. Et un amour, un respect du métier total. Mais sans le dire, mais en le faisant. Et du produit, j'imagine aussi ? Oui, du produit, oui et non. Oui, parce qu'en fait, la mode du produit roi, c'est plutôt arrivé après ça. C'est plutôt Ducasse, Maximin, Chapelle qui ont apporté ça. Mais ces cuisiniers-là d'avant, ils étaient, eux, plus sur la technique. Donc là, on va dire que c'est presque ta première expérience à la fin de ta formation. Première expérience à la fin de la formation à Paris. Ouais. Donc là, on monte d'un niveau. Et là, je rencontre dans la cour de l'Élysée ? Non, à Versailles, pendant les 3 jours. Enfin, pendant les 3 jours. Ils s'emmerdent pas. Pendant l'incorporation, pendant les 15 jours de classe, pardon, les classes. Chirac, j'étais à Versailles. Dans la cour. Pendant les classes, je rencontre. Tout ça. C'était le soir du match France-Angleterre à Wembley où Anelka marque 2 buts. Okay. Juste après la Coupe du Monde. Je m'en souviens parce que je sautais comme ça. On n'avait pas le droit de regarder le match. Alors moi, il y avait un mec qui le regardait, un gradé, et je sautais comme ça pour essayer de voir quelques bribes de match. Et je rencontre Cédric Béchat dans la cour. Cédric Béchat, qui est maintenant l'auberge basque à Saint-Pé-sur-Nivelle. Okay. Allez-y, tout à faire cessante, c'est formidable. Et donc lui me parle de Ducasse et il me dit, écoute, ça embauche tout le temps, donc si tu veux... tu peux aller poser un CV. Et donc Ducasse est arrivé comme ça après l'armée. Ducasse arrive. Et alors toi, Laura, ton premier, on va dire que ta première expérience professionnelle après l'école, c'est quoi ? Je suis restée chez Bélissant, Philippe Bélissant, à l'hôtel rue des Beaux-Arts, où on a eu l'étoile d'ailleurs dans la foulée. Et donc après, je suis restée presque 2 ans chez lui. Ok. Parce qu'il était génial. Il te formait à tout, il faisait tout lui-même. L'équipe était restreinte, c'était un petit hôtel particulier. Enfin, c'était un petit hôtel décoré Jacques Garcia, donc très chargé mais très cosy.
Et puis, c'était une époque où moi, j'ai eu la chance de connaître un directeur de salle, Jérôme Cobou, qui a des chambres d'hôtes dans la Loire, qui nous amenait aux vendanges. On faisait hyper attention aux produits. Lui, il avait une liberté. C'était encore une époque dans la restauration où tu faisais ce que tu voulais, en fait. Je vais faire des langoustines, je vais faire des langoustines. Bah tiens, on va faire du homard, machin. Liberté, ouais. Il y avait une liberté. Il y avait une liberté parce que si ton chef gérait à peu près les entrées, les sorties financièrement, c'était pas dingue, on lui laissait... les financiers n'avaient pas la main sur le restaurant. Et donc, il y avait une possibilité d'être créatif. Donc du coup, toi, ça veut dire que t'as touché à plein de produits différents et t'as fait plein de techniques, plein de choses, quoi. Et je suis restée, il m'a monté aux cuissons, je suis restée aux cuissons. Il m'a monté jusqu'à chef de partie un peu plus, tu vois. Donc je faisais les cuissons dans son restaurant 1 étoile. Donc pour moi, c'était génial. Sur quel type de produit, les cuissons? Tout. Ça allait de la sole, c'était des produits de luxe. C'était 1 étoile, donc il avait le rêve d'avoir la 2e. Il n'a pas eu le temps. Après, il a ouvert sa maison. Puis moi, au bout de 2 ans, après l'apprentissage, j'avais fait un peu le tour de cette équipe qui était un peu réduite. Donc, il m'a placé au Ledoyen avec Christian Lesquer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait de tout. On faisait du homard, des langoustines, de la sole. On faisait du canard. On faisait des tourtes façon l'Ambroisie Bernard Paco. Ouais. Parce que le compagnon de notre chef pâtissière qui était génial, c'était le second, le Bernard Paco. Et tout ça, en fait, c'était un peu la même génération de trentenaires qui avaient accès à des postes importants dans des cuisines 3 étoiles. Et donc, ils se communiquaient entre eux. Il y avait Alexandre Gauthier de la Grenouillère qui venait souvent, c'était un copain de mon chef. Donc, tu avais un peu cette effervescence-là. Intéressant, du coup. C'était sympa. Ouais, super. Et puis, mon chef était génial. C'est-à-dire qu'il était ouvert d'esprit. Il avait grandi en Afrique. Il avait un côté... J'ai eu la chance de commencer par le mieux de quasiment ce que j'ai connu pendant longtemps après, c'est-à-dire en termes d'ouverture d'esprit, de produits, de liberté, de formation, tout de suite. Et puis après, j'ai rencontré certaines cuisines 3 étoiles qui étaient un peu moins ouvertes d'esprit, on va dire, mais qui apprenaient quand même l'excellence, le courage, le travail, etc. Mais de manière un peu moins... moins libre. Mais c'est la... Je dirais, pour défendre les cuisines 3 étoiles, c'est un peu la rançon du succès. C'est-à-dire que quand on te donne 3 étoiles, on te donne surtout une charge. On ne te donne pas du plaisir. On te donne une charge, on te donne une récompense en te disant on va revenir. Toto, on va revenir et on va voir si c'est toujours 3 étoiles. Et puis si c'est pas 3 étoiles, on va t'éclater. Donc, non, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que là, je flippe. Vous faites peur. Non, mais en tout cas, on peut te les enlever. Donc, du coup, c'est pour ça que quand tu es jeune cuisinier, quand tu arrives dans un restaurant 3 étoiles, tout est codifié, les recettes sont parfaitement appliquées et il y a moins de place pour la création. Alors que quand tu es dans un restaurant 1 étoile et que tu veux aller vers 2, vers 3, eh ben, tu es dans cette énergie créatrice puisqu'il faut que tu proposes. Mais quand on donne la récompense finale, on te dit plus faut que tu proposes, on te dit faut que tu gardes ça. Faut que tu te maintiennes au niveau. Donc ça crée des énergies différentes. Et puis après, il y a aussi cuisine et cuisine 3 étoiles. Moi, j'ai travaillé avec Christophe. On n'était pas du tout ensemble, etc. C'était un chef très sain. Je veux dire, moi, en tant que femme, je suis la seule fille en cuisine. J'ai jamais eu un problème. Parce que tu respectais les personnes. Parce que c'était un management juste. Donc, c'est le moment où vous vous rencontrez? C'est où ça alors du coup? C'est au Plaza qu'on se rencontre. Ouais. Laura, elle est embauchée comme commis. Comme commis, parce que tout le monde commençait comme commis. Tu commences toujours en bas. Donc toi, tu étais pratiquement chef de partie? J'étais second en Corse, dans un 1 étoile, le Belvédère. Mais après, c'était les saisons, tu vois. Donc c'était... Ouais. Mais et puis après, retour à la case mon rêve, c'était d'aller chez Ducasse parce que c'était le premier qui est parti parler d'Italie et des produits italiens comme nobles. Et pour moi, c'était important parce que j'ai toujours été élevée comme étant française, mais quand même en étant fière d'être italienne d'origine. Et Ducasse, il avait mis ça en avant de manière folle. Ducasse, c'est lui qui a popularisé la cuisine méditerranéenne en France avec Jacques Maxime. Bah oui. Et les deux, pour moi, c'était important d'y aller, quoi. C'est une consécration de continuer là-dedans. Donc j'ai crié au Plaza Athénée et avant on ne me répondait pas. Il y avait d'autres chefs avant qui ne répondaient pas, toujours aux filles. Et puis j'ai une réponse de Christophe tout de suite. Et très dynamique, jeune, tout ça. Et il me reçoit et tout, on lisait le même bouquin.
Et donc, il me dit, tu seras payé moins cher, tu auras un grade pourri. Je lui dis, c'est lui que je veux. C'est que en fait, quand tu es dans ce genre d'établissement, il y a des méthodes pour tout. C'est-à-dire recevoir un colis de carottes et le ranger, il y a une façon de faire qui est vraie au Plaza Athénée, qui n'est pas vraie au Meurice ou je sais pas ça. Chacun a sa façon de faire. Donc c'est pour ça que tu prends les gens au début, parce que faut les formater. Il faut les former. Il ne faut pas les formater, il faut les former. Il faut leur apprendre faut leur apprendre ta qualité. Ouais. Non mais c'est important parce que sinon tu peux pas travailler en groupe. Ouais, il y a 25 personnes. Bien sûr. C'est horrible si tu arrives. C'est pas une démocratie une cuisine. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est un régime autoritaire. Donc si tu as un leader Maximo éclairé, ça va. Si tu as un leader fou, ça va pas. Ouais. Mais en tout état de cause, une cuisine gastronomique, c'est une dictature. Comme une famille d'ailleurs, comme chez toi. Chez toi, quand tu dis à tes enfants, c'est comme ça. Mais c'est tout. Maintenant, moi, c'est cuit. Moi, c'est cuit. Moi, jamais ils le font. C'est moi qui fais au final. Ça y est, ils ont leur dictature. On est tous un peu pareil. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu passes à table, il y a un moment où tu fais ça, il y a un moment où il faut ranger sa chambre. Évidemment. Et pourquoi tout ça et pourquoi on n'a pas encore trouvé le moyen de faire autrement? C'est que le moment où tu dois délivrer de la qualité, il est extrêmement concentré. Tu dois, en 2h30, tu dois servir 80 personnes, chaud, assaisonné, dans la bonne assiette. Tous pareils. C'est rigolo parce que toi, tu vois ça comme une dictature et moi, j'imagine ça, alors encore une fois, extérieurement, c'est ça qui est drôle, tu vois plutôt un orchestre avec un chef d'orchestre. Oui, mais un orchestre, c'est une dictature aussi. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est juste le... Oui, il y a un côté créatif parce qu'il y a des solistes dans l'orchestre qui sont ensemble. C'est ça. Mais s'ils répondent pas au groupe, ça marche pas. Karajan, quand tu vois ces orchestrations, quand il dirige des chœurs, il y a des vidéos super sur le Requiem, tout le monde le regarde et il n'y en a pas un qui moufte. C'est-à-dire qu'ils sont tous à son service. Non, mais bien sûr. Ils ont mis leur talent au service de lui. Ils sont tendus vers toi. C'est pour ça que le travail de chef d'orchestre, le travail de chef en général, il est extrêmement important pour arriver à transmettre de l'énergie. C'est le plus important. Et à capter l'énergie des gens. Transmettre de l'énergie et emmener tout le monde dans la même direction. Et si on fait une aparté, ton rôle aussi en tant que chef, c'est aussi de les faire grandir, de les faire progresser Oui, quelque part oui, mais je dirais que celui qui doit progresser va le faire de toute façon. Oui. Toi, tu dois favoriser ou tu dois donner l'opportunité de. Mais de toute façon, le mec va grandir. Un jour, moi au Meurice, j'ai rencontré Cédric Grolet. Un jour, j'ai un gars qui me dit « Ah, mais Cédric Grolet, c'est toi. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il me dit « Bah si, parce que t'es arrivé au Meurice, il n'était pas connu, et puis c'est le moment où il a été connu. » Très bien, sauf que Cédric Grolet, c'est Cédric Grolet avec ses qualités, avec sa vision, avec son énergie, et n'importe qui à côté de lui, il aurait explosé. Et moi, je crois à ça. Je ne crois pas du tout à la ligne de formation qui fournit des mecs bons. Non, il y a des mecs bons qui sont favorisés ou pas, mais de toute façon, le fait d'arriver à quelque chose, c'est une expression personnelle. Ouais. Il n'y a pas de magie. Ce qui peut être bizarre dans une cuisine, c'est que le chef, il doit aller dans une ligne commune directrice, en fait, et envoyer des plats avec une identité de la cuisine qu'il défend dans un restaurant donné, avec un concept, en gros. Oui. Il y a des jeunes qui ont leurs qualités, leurs défauts, et qui vont adhérer ou pas, enfin, qui vont venir pour adhérer à cette cuisine, ils n'ont pas le choix. Ou des vieux, enfin. Et en fait, le chef, il doit prendre en considération le caractère de chacun pour que ça soit pas dans la souffrance que soit libéré ce service-là, parce que c'est du service. Et en même temps, il ne peut pas empêcher l'évolution de certains, parce qu'ils sont amenés à évoluer plus que d'autres, peut-être, qui vont servir le groupe, et puis certains vont vouloir être solistes. Et à leur compte, et partir ailleurs. Et le chef, finalement, il doit gérer ça, en fait. Et il doit gérer ça et comprendre qu'à un moment donné, il y aura des départs, il y a des gens qui sont moins formatés groupe, qui ont besoin d'aller ailleurs pour se nourrir et puis pour avancer. Tu es toujours en construction, en fait, dans ton équipe. Tu es toujours en construction.
T'es jamais, mais un peu comme dans le sport. Ouais. Oui, ouais. Un entraîneur dans un groupe, il fait évoluer le groupe, etc. Il y en a qui vont surperformer une année ou qui vont vraiment éclater parce qu'ils seront dans les bonnes conditions. Et puis, même un bon, il dira, bah non, lui, je peux pas le garder par rapport au groupe, il faut que je le remplace par, etc. Mais l'équipe type n'existe pas, en fait. L'équipe type n'existe pas. Puis t'as le même gars, il va pas être bon avec toi et puis il va partir dans une autre équipe, il va être génial. Bien sûr. Donc un chef, il faut qu'il soit, pour être un bon manager jusqu'au bout, ou une bonne manager jusqu'au bout, il faut qu'il soit conscient que la personne ne lui appartient pas. Qu'en fait, moi, à un moment donné, j'ai travaillé avec Christophe, je n'arrivais plus à travailler dans un 3 étoiles. Mais moi, j'ai un problème, c'est que je suis un je l'ai viré à un moment. Il a viré. Je te raconte. Ah oui. Attends, moi aussi, je raconte. Oui, tu veux les deux versions. Les deux versions. 17h30, je reviens de ma coupure. Ouais. Je rentre dans la cuisine, je me change. Ouais. Je rentre dans la cuisine. Madame avait cuit des carottes. Des carottes. Et des navets. Okay. Je regarde. C'est au jus de carotte. À 3 km, je vois que c'est pas assez cuit. Je m'approche quand même. Ouais. On peut se tromper. Oui. Je m'approche. C'est croquant. Mademoiselle. Croquant gourmand. Mademoiselle, vos légumes ne sont pas assez cuits. Là, elle me regarde comme ça, elle me dit, moi, je les aime comme ça. Bah ouais, l'italienne, tu vois. Fondant, tu vois, la Dudu des années 60. Et là, j'ai forcément 20 paires d'yeux qui se tournent vers toi. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu sais, la seule nénette. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, qu'est-ce que je dis? Bah écoute, si tu les aimes comme ça, tu les fais ailleurs. Va les faire chez toi. Mais ici, on les cuit plus. Ouais. Parce qu'on les veut fondants. C'était pour mettre un petit pois ou je sais pas quoi. On voulait une texture fondante. Et donc, comment ça s'est terminé après? J'avais aussi, t'avais cassé une assiette une fois, j'ai gardé les morceaux. Ne raconte pas tout. Non, elle mélange tout. Non, là, elle mélange tout. Non, c'est chiante. Termine sur les légumes. Non, termine les légumes. J'ai refait. Je l'ai refait. T'as refait. Je pense que j'ai dû faire plusieurs fois. Parce qu'en fait, j'ai un problème. J'ai un problème. Allez, vas-y. C'est qu'en fait, lui, il a un peu le même problème. C'est qu'en fait, il y a un moment, j'ai besoin de liberté. Mais c'est pas un problème. Non, mais c'est pas un problème. C'est que quand tu es quelqu'un de créatif, tu peux pas tout le temps faire le même truc. Non, puis tu veux changer tous les jours. Tu veux changer tous les jours. Et en fait, après, tu m'as placé au Reich avec Julien Dumas. Et pourtant, Christophe, en tant que chef, j'ai adoré ce qu'il faisait. Encore plus au Meurice, où il était carrément brutal. Il faisait des dressages dingues, des alliances qui... Merci, c'est gentil. Bon. Elle va me demander de l'argent, je pense. Mais en attendant, après, j'ai découvert la bistronomie et ça m'a vachement plus correspondu. Ah oui, on y arrive. C'est où ça? Au Reich avec Julien Dumas, qui avait une liberté au verre volé, où là, ça a été la maison qui m'a fait réfléchir. Cyril Bordarier, qui est le patron du verre volé, il m'avait placé rue Lancry. C'est vraiment une super maison parce que les produits sont... C'est la maison où j'ai le plus de produits frais, en fait, dans toutes les maisons que j'ai faites. Parce que ça allait de la farine aux œufs, au beurre, sur tous les produits types. Dans beaucoup de maisons 3 étoiles, les produits sont formidables. Mais là, il n'y avait pas d'œufs en bidon, il n'y avait pas de farine zéro, qui arrivait de chez... je ne citerai pas le nom, je vais me faire des ennemis. Tu tues pas de marque. Mais c'était la farine de Patrick Duller, c'était la feta d'Alexandre Ali, c'était l'huile d'olive de Cédric Casanova. Artisanaux. C'était Annie Bertin qui nous envoyait ses légumes, c'était dingue. T'avais pas de limite. Et lui, il arrivait avec 6 kilos de tripes crues. Allez, là, j'ai acheté ça. Donc moi, j'appelais Christophe des fois. Ouais, la tripe, t'as déjà fait. C'était quand ça? C'était il y a longtemps. C'est 2013, 14. Il y a 15 ans presque. 2013, 2014. Il y a 10 ans. Et c'était une liberté, mais qui était dingue. Du vin, avec des vignerons qui venaient, qui perçaient. C'était encore en fait, finalement, pas les jeunes vignerons d'Ensemble, mais c'était la génération d'avant. Ouais. Et puis, il y avait encore leurs parents qui étaient derrière, des fois. C'était dingue. Il m'a placée chez Aline, chez Delphine Zampetti, qui est aussi la compagne de Inaki Espitart, mais qui est aussi Delphine Zampetti, et qui à l'époque avait offert chez Aline, où elle faisait des sandwichs. Maintenant, c'est plus elle. C'est un traiteur, ouais. Et donc, bien évidemment, donc ça m'a vachement ouvert l'esprit à faire des plats emportés, plus des sandwichs. Moi, j'adore faire des sandwichs. Donc, t'es passé d'un truc hyper cadré, étoilé, à tu sais pas ce que tu vas faire à midi presque parce que t'as pas encore reçu les trucs, quoi. Et puis Julien Dumas, il était au Reich avec Ducasse.
Et c'était Christophe aussi qui avait chapeauté cette rencontre de Ducasse et de Julien, qui avait déjà bossé avant chez Ducasse, mais là, il était à son compte. Enfin, il était libre chez Orèche. Et c'est vrai que lui, il était libre. Tu avais un homard qui arrivait comme ça, on va faire un menu à base de homard. Et il l'a inventé le soir comme ça. Et donc, nous, on était... t'avais une liberté chez Julien qui était dingue. Donc, il y a toujours, au Pergolèse, là où il est là, c'est vraiment top. Hein. Parce que c'est un chef créatif et qui ne rentre pas dans aucun moule, en fait. Ouais. Et jamais il pourra. Et j'ai la chance de vous avoir, deux chefs en face de moi. Tu parles comment dirais-je, de la notion de création quand tu reçois un produit. Mais comment ça se passe, ça, dans votre tête respective? Comment vous imaginez un plat? Comment c'est quoi, le travail est long, c'est rapide, j'imagine que ça va pas être le même travail quand tu es dans un bistrot ou quand tu es dans un étoilé déjà, en termes d'assiette, ou pas? Tu peux prendre plus de risques. Enfin, oui, non. Qu'est-ce qui vous inspire? Non, parce que dans Baccarat, tu prends des risques. Oui, mais c'est très... tout peut t'inspirer. Tout. Un mot, par exemple, la dernière fois, j'étais avec Émile, notre fils qui a 8 ans, et je regardais ses cartes Pokémon. Okay. Et là, je tombe sur Canard-Tichaud. Il y a un Pokémon qui s'appelle Canard-Tichaud. Et là, tu t'es dit, je vais faire un plat au canard et à l'artichaut? Ouais. Je vais faire le plat Canard-Tichaud. C'est vrai que c'est cool. Moi, j'avoue, c'est cool. Bien sûr. Mais lui, c'est un super clair. Heureusement que c'était pas Pikachu, parce que du coup, c'était pas la même. Merde, Pikachu, attends. Et le canard m'inspire beaucoup. J'ai fait l'hiver dernier à Baccarat le canard coin-coin. Ok. C'est quoi le canard coin-coin? C'est un canard vivant. Déjà, c'est un canard qui fait coin-coin. Ok. Bon, déjà. Sinon, c'est un canard avec du coin. Bah alors, ok, mais oui, pourquoi j'étais... Tu sais sur quoi j'étais? J'étais sur le foin, moi. Un rôti. Je sais pas pourquoi. Sur du foin, un rôti, la gelée de coin, on a fait un truc très, très intéressant. Oh. Et vraiment, il fait coin-coin. Ah, ouais. Et avec Alain Ducasse, on a fait un très joli plat à Baccarat qui s'appelle le homard bleu, blanc, rose. Ah ouais, super cool. Ok. Et ça, en fait, c'était pendant les JO, on a ouvert en septembre, et donc on faisait les essais au mois de juillet pendant les Jeux Olympiques. Et on a vu la France bigarrée avec toutes les cultures représentées, toutes les sexualités, toutes les tailles, toutes les machins, les trucs. La France qu'on nous a présentée ce jour-là. Et ça nous a inspirés. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais mince, nous on est des chefs, on est dans une certaine tradition, tout ça. Et notre public, là, il est extrêmement coloré. Et donc, il y avait tous ces drapeaux bleu, blanc, rouge qui flottaient partout. Et on travaillait chez Baccarat. Et chez Baccarat, il y a cette couleur rouge et rose sur chaque lustre Baccarat, en fait, ils mettent une petite pampille rose. Bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rose. Et si on travaillait un homard à la rose. Et donc, on a commencé... Alors, ce qu'on fait toujours, moi, je ne sais travailler que comme ça. Je prends les produits, je les mets sur une table crue et je commence à goûter comme ça. Cru? Ouais. Okay. Cru, cuit. En fait. Ouais, il a besoin de faire, Christophe, pour. Et si ça part d'une pensée, tiens, je vais cuire comme ça, je vais couper comme ça, je vais mettre dans l'assiette comme ça, je le fais, c'est nul. C'est nul, ça ressemble à rien. Non, mais c'est vrai, souvent. C'est toujours nul. Ah, toujours, 100%. Puis ça t'enferme trop, en fait. Ouais, c'est trop réducteur, ça te cloisonne trop sur... Non, mais c'est... je sais pas. Puis là, tu touches, finalement, t'as tous tes sens face au truc, quoi. Enfin, et donc là, on a fait le homard. Et donc, le homard bleu, blanc, rose, c'est un homard à peine... c'est cuit 1 minute, donc vraiment juste... et cuit comment? Juste ready. Poché dans l'eau. Et à côté, on fait un tapioca à l'eau de tomate et à la rose. Et en fait, ce tapioca à l'eau de tomate, il est venu avec les œufs du homard. Parce que le tapioca cuit, ça ressemble aux œufs de homard. Et toujours, quand on travaille avec Alain Ducasse, on essaie de faire tout le produit dans son entièreté. Donc là, on avait les œufs. On se disait que c'était sympa d'essayer d'aller vers cette texture-là. Et donc, on a cuit le tapioca dans une eau de tomate à la rose. On a mis comme ça les médaillons. On a fait un petit jus de homard au basilic. Chez Ducasse quand même, donc il faut que ça soit un peu sud. Et puis homard pas trop cuit, tu vois, bien. Et donc bien on a fondant. c'était le plat qui nous a décomplexé. C'est le plat qui nous a permis de trouver notre ligne directrice pour Baccarat en fait. Très libre comme cuisine. Ce process prend combien de temps? Ça peut prendre 1 jour, ça peut prendre. Il n'y a pas de règle. 3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des plats qui se maturent avec le temps. Tu y penses, tu dis je ferais bien ça. Puis t'as pas l'occasion, t'as pas la cuisine, t'as pas le moment en fait. Puis à un moment donné, ça va mûrir parce que tu vas aussi faire une rencontre, goûter un truc.
et ça sort. Puis il faut que l'époque aussi soit réceptive. Il faut que l'époque soit réceptive, il faut que le lieu... Si je faisais ici, au Roseau, en Gary Grec, à Meudon, si on faisait le homard bleu, blanc, rose, ce serait hors sujet. Parce que les gens qui viennent ici, ils viennent pour ça. Ouais. Donc ils doivent manger ça. C'est pour ça qu'ici on fait une cuisine qui est beaucoup plus simple d'approche et qui est beaucoup plus sur la convivialité, sur le partage, sur la famille. C'est pour ça qu'ici on a décidé de venir faire la carte tous les deux. Ouais. Parce qu'on a envie d'être dans un lieu familial. Ouais, donc c'est quand même lié effectivement aux gens qui vont venir au lieu. Oui. À une époque, enfin c'est hyper... Et vous pensez qu'il y a un plat qui peut survivre, tu vois, dans les saisons et fonctionner toute la vie, j'ai envie de dire, tu vois ce que je veux dire? Non. Où il y a vraiment une... Non, il y en a aucun. C'est un peu comme dans la mode et ça revient, ça s'en va, ça revient, comment vous mais après, t'as quand même des plats traditionnels qui restent, tu vois. Oui, mais ils évoluent quand même. Et même les grands plats des grands créateurs, le saumon à l'oseille de Trois Gros, la cocotte de légumes de Ducasse, la purée de Joël Robuchon, même ces plats-là, ils ont toujours la même appellation, mais la recette, elle change au fur et à mesure du temps, parce qu'elle s'adapte à l'époque. Des cuisiniers aussi, il y a quand même des histoires, des influences, des épices. Là, on allait avec ma grand-mère à l'Isle-Adam, à la table de Cossan, je crois. Et le chef, il avait mis du cumin dans la pâte à choux, là, tu sais, avec les gougères. Les gougères Et je lui dis, mais en fait, parce qu'il y a un de ces gars qui est d'origine maghrébine. Il a l'habitude de mettre du cumin dans sa nourriture. Et en fait, le chef, comme il l'a rencontré, ils se sont rencontrés, il y a une histoire qui s'est créée, il a rajouté du cumin dans ses gougères. Mais c'est ça, en fait. C'est ça ce qui est joli. La cuisine, c'est ça. C'est des additions, toujours. Nous, on est très adeptes de ce que Alain Passard, de la philosophie d'Alain Passard, c'est-à-dire ça va être, c'est toujours bateau quand tu le dis, c'est de partir des produits, après d'essayer de mettre peu de goût dans l'assiette, des jeux d'acidité, d'amertume, et de faire quelque chose que les gens comprennent. Voilà. Et après, c'est vrai que quand tu as une très belle courgette, tu sais qu'elle est encore piquante parce qu'il y a les petits poils dessus, là, tu sais, quand tu l'accueilles, t'as pas envie de la dénaturer, de la mixer, t'as pas envie de lui faire de la souffrance, tu vas de la faire souffrir, ta courgette. T'as envie beau ce que tu dis. Non, mais... Faire souffrir la courgette, c'est magnifique. Attention. Mais je vois ce que tu... Tu vois, t'as envie qu'on puisse la comprendre un peu, tu vois, de la... Et le fait aussi que, par exemple, tu disais chez Cyril, le fait d'avoir pratiquement le produit qui sort de terre et tu le cuisines tout de suite, il n'a pas passé X heures ou jours dans un frigo. Là aussi, ça doit complètement changer le truc. Comme tu avais beaucoup de monde en plus, tu gardais pas longtemps ta nourriture dans les frigos. Ouais. Donc tu n'avais pas ce côté, tu sais, où tu as ton truc qui reste une semaine, tu dis, bah, je vais faire quoi avec ce machin, il commence à sentir pas bon. Enfin, tu vois, tout était frais tout le temps, en fait. Il y avait un roulement. Et lui, c'est un passionné de produits. Il est presque déraisonnable, Cyril. Il te ramène des fois des steaks de cheval, de la graisse de cheval. Bon, on va cuire les frites dedans. Moi, j'ai eu des challenges culinaires, des escargots vivants, tu vois. J'en faisais avec ma grand-mère dans le Lot, mais oui, dans un restaurant à Paris. Avec 6 kilos d'escargots, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on... Tu sais, qui bavent de partout, tu vois, parce que c'était dans le truc, dans le filet, tu vois, c'est abject, hein, tu vois, le truc et tout. Tu dis, bon, bah, mamie, on va appeler mamie, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'était vivant.